Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche, vous représentez le Val d'Oise et vous faites partie des 50 députés qui, hier, se sont abstenus de voter la loi anti-casseurs. En fait, je devrais dire des 66 députés qui n'ont pas voté, puisque 16 ne se sont pas présentés au scrutin. 50 abstentions volontaires visibles, c'est beaucoup plus que prévu. C'est un chiffre important, c'est vrai. Moi, j'avais en tête qu'une bonne partie de mes collègues ne souhaitaient pas voter ce texte, mais 50, c'est vraiment significatif et ça démontre qu'effectivement, sur le plan des principes, il y avait quand même une vraie interrogation sur... Vous avez milité pour ça? Vous avez milité pour qu'une partie... Alors, il n'y a pas vraiment eu d'organisation... Enfin, on a discuté entre nous, on a échangé, il y a eu au cours des réunions de groupe des gens qui ont exprimé leurs réserves. Hier matin, avant le vote, beaucoup ont pris la parole pour dire qu'ils allaient s'abstenir, donc j'imagine que ça a eu un effet d'entraînement. Un effet d'entraînement, c'est un échec du gouvernement? Écoutez, en tout cas, c'est vrai que je pense qu'on aurait pu trouver une autre réponse pour finalement que les exigences d'ordre public qui sont aussi nécessaires en ce moment suite au casse qu'on a vu soient trouvées. Et voilà, je regrette qu'on n'ait pas pu, sur le plan des principes, trouver autre chose que cette restriction des libertés par le préfet. C'est un échec? En tout cas, c'est quelque chose C'est un mot que vous ne voulez pas prononcer. Il y a abstention, il n'y a pas vote contre. Je pense que c'est difficile vous de dire échec parce deux, que la loi a été votée, voilà, ouais. et une majorité de mes collègues l'ont votée. Mais en tout cas, c'est sur le plan idéologique et des principes certainement quelque chose qui n'a pas été compris. Et voilà. Gilles Legendre, le président de votre groupe, n'envisage pas de sanctions, pas de suite. Au fond, c'est un espèce de blanc-seing pour continuer à vous opposer sur d'autres textes qui ne vous plairaient pas? Mais moi, je ne pense pas qu'on se soit opposé. D'abord, la commission des lois avait fait un énorme travail pour modifier ce texte. C'est la preuve que le groupe parlementaire peut vraiment jouer un rôle important. Et que, après, sur le plan politique, si vous avez des gens qui ont une sensibilité un peu différente et qui s'inscrivent, encore une fois, dans l'idéologie et dans l'ADN d'En Marche, il est normal qu'ils puissent l'exprimer par un vote sans qu'on considère que nous soyons dans une logique d'opposition, forcément. Ouais. Cette abstention, c'est donc plus un mouvement d'humeur qu'une opposition politique, mais ce n'est pas la première fois qu'un certain nombre d'entre vous, issus de la gauche, issus souvent de mouvements de jeunesse de la gauche, le MJS ou l'UNEF, manifestaient un désaccord. Il y a un problème d'axe central dans ce parti politique? Il y a en tout cas un travail à... Alors d'abord, il y a une pluralité. Hein. On a des députés, vous l'avez dit, qui viennent de différents horizons, de la gauche, certains de la droite, de la société civile. Il faut pouvoir organiser cette pluralité et en faire une force plutôt que avoir une vision trop monolithique de ce groupe. Et peut-être que jusqu'ici, c'est ce qui a prévalu. Et donc, moi, je suis chargé au sein du mouvement, à côté de Marlène Schiappa, d'organiser le débat d'idées. Oui. C'est aussi l'occasion d'inscrire des fondamentaux idéologiques dans notre corpus qui permettront peut-être d'éviter ce genre de choses à l'avenir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez créer des courants comme il y en a eu au PS? Vous voulez créer des chapelles ou des clubs comme il y en a par exemple chez les Républicains? Non, mais je pense que déjà si on arrivait à avancer sur un corpus de doctrine, sur le progressisme, on aurait moins ce genre de déconvenus parce que le mouvement pourrait exprimer plus fortement en amont de ce type de texte des positions de principe qui éviteraient cela. Et puis après, s'il faut qu'il y ait une forme d'expression des sensibilités qui puisse s'organiser, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas fan des courants parce que je pense que l'idée n'est pas de se compter. Après, ça n'a pas toujours fait du bien au PS, par exemple. Non, puis ça devient vite des questions de personnes. Enfin, c'est pas très intéressant. Mais par contre, d'arriver à parler de fond et à faire vivre le débat politique interne, c'est indispensable. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, prononce aujourd'hui devant les préfets son premier discours sur l'intégration. C'est un sujet auquel vous êtes beaucoup intéressé. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours? Que le ministre de l'Intérieur, contrairement à son prédécesseur, en fasse une priorité politique. Dans la politique migratoire. L'intégration, c'est toujours en France la chose dont on parle à la fin. Finalement, il y a d'abord la question de l'accueil ou la question du retour, selon que vous êtes plutôt d'une sensibilité ou d'une autre, ou les deux si vous essayez d'avoir un discours équilibré comme nous. Et puis pour ceux qui sont là, il y a l'intégration. Et pour ceux qui sont là, il y a l'intégration. Personne ne s'est jamais sérieusement intéressé avant cette majorité. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut pouvoir noter. Encore une fois, on a toujours pensé que les choses se faisaient naturellement, que quand vous arriviez d'un pays, finalement, une fois que vous étiez en France, cette grande machine à intégrer, ce grand pays de l'égalité faisait son travail tout seul. C'est faux. Il y a des choses à faire sur la formation linguistique, professionnelle, sur l'accompagnement des personnes qui arrivent pour qu'elles puissent trouver leur place en France. Et j'espère vraiment, mais je n'en doute pas, que Christophe Castaner va en parler avec ses mots au préfet et en faire une priorité absolue. Vous n'en doutez pas parce que vous avez en mémoire le Christophe Castaner, patron de La République En Marche, lorsqu'il n'était pas encore ministre de l'Intérieur. Il disait qu'il fallait augmenter par exemple les droits effectifs des réfugiés. Mais aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur ne dit pas forcément la même chose. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il se mette, je vais simplifier les choses, mais dans la foulée ou dans la jurisprudence de Gérard Collomb qui était dur vis-à-vis de ces sujets?
Je ne pense pas, parce que je pense qu'effectivement, vous avez raison, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, insiste aussi sur les éléments moins agréables, en tout cas pour quelqu'un qui a ma sensibilité, de retour et de raccompagner un certain nombre de personnes, ce qu'il faut faire. Mais Gérard Collomb, lui, avait une conviction idéologique que c'était vraiment ça le seul objet de la politique migratoire, alors que je ne crois pas que ce soit le cas de Christophe Castaner. En tant que délégué général du mouvement, il insistait sur l'intégration parce que c'était un peu la spécificité de cette majorité de s'y intéresser. Là, maintenant, il va devoir avancer sur les 3 piliers, accueil, retour et intégration. Bon, Gérard Collomb, Christophe Castaner et Emmanuel Macron, au fait, qu'est-ce qu'ils pensent ? Écoutez, moi j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron, il a plutôt toujours, là aussi, rappelons-nous de ses propos, défendu une conception... enfin, la France, pour lui, vit dans le monde, est une société ouverte, l'Asie n'est pas négociable. Il ne le dit pas, il n'y a pas eu encore de grands discours sur l'intégration. L'immigration fait partie des sujets qui étaient évoqués dans sa lettre aux Français. Oui. Et pour l'instant, on ne voit rien. Alors, en juillet 2017, il y avait eu un discours quand même qui disait bien, encore une fois, que le droit d'asile était un impératif, ça a été rappelé dans la lettre, que sur le reste de la politique migratoire, il fallait pouvoir raccompagner ceux qui doivent l'être, et peut-être, c'est ça qui est devant nous et qui est à construire, avoir, par exemple, dans le domaine de l'immigration économique ou professionnelle, une doctrine plus affirmée. Oui. La question des quotas peut être intéressante si elle est posée au bon niveau et sur les bonnes personnes. Nicolas Sarkozy et François Fillon la posaient sur, par exemple, l'immigration familiale. Ouais. Pour moi, c'est hors de question, puisque ça, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. On ne touche pas au regroupement familial, c'est ça que vous voulez dire ? On ne touche pas au regroupement familial, comme on ne touche pas au droit d'asile. Par contre, sur l'immigration légale et professionnelle, il n'y a pas de politique et il y a un impensé en France. Et donc, vous pensez que des quotas, par exemple, peuvent être installés, mis dans le droit français sur l'immigration économique ? J'aimerais qu'ils soient mis dans le droit européen. J'aimerais que ce soit le Parlement européen et que pour les élections européennes... C'est pas une façon de se défausser ? Non, c'est à mon avis, le bon niveau. Quand le Parlement canadien ou le Parlement australien fixe des quotas sur l'immigration professionnelle pour tel ou tel type de métier, où est-ce qu'en Europe, on a des besoins, sur quel type de métier? Discutons de cela. Je crois vraiment que ça fait partie des sujets, la politique migratoire, on le dit souvent, dont finalement l'Europe devrait avoir plus à connaître. Bon, est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron qu'il se prononce, qu'il fixe une doctrine là-dessus? En tout cas, oui, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin sur qu'est-ce que, pour les progressistes, une politique migratoire qui n'est ni angéliste, qui n'est ni fermée, qui est réaliste. Est-ce que les Gilets jaunes et les cahiers de doléances n'ont pas fait faire un grand bond en arrière à tous ces sujets, en tout cas à votre sensibilité sur tous ces sujets? Écoutez, on verra, mais le grand débat national, pour l'instant, je n'ai pas le sentiment qu'on ait des gens qui finalement, je crois avoir vu que même M. Ménard à Béziers a échoué à mettre le thème de l'immigration au cœur du grand débat public dans sa ville. J'ai le sentiment que là-dessus aussi, il y a beaucoup de préjugés et que peut-être on peut avoir des choses différentes et positives de mon point de vue qui ressortent, ou en tout cas inattendues par rapport à ce sujet. Un mot sur une actualité de ce matin. Bruno Le Maire a reconnu que la Commission européenne allait s'opposer au mariage entre Alstom et Siemens. Est-ce que le gouvernement français doit réagir ? On voit bien que là-dessus, il y a effectivement parfois une différence entre ce qu'on peut faire au niveau européen et au niveau français. Je ne sais pas si le gouvernement français doit réagir. Je pense surtout qu'on doit réussir à l'avenir à avoir une politique européenne plus harmonisée et plus... Changer les règles ? Oui, je pense, oui. Et ça fait partie des grands sujets des élections européennes. Cette Europe qui protège, on la défend et il va falloir aller beaucoup plus loin que ce qui se passe aujourd'hui. Alors rendez-vous le 26 mai pour voir si vous avez réussi à imposer vos idées. Merci Aurélien. Merci à vous.